Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de votre programme quotidien Espace Miné, 10h, 11h52. Pendant pratiquement 2 heures de temps, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Ce matin, nos rubriques n'auront pas changé. On marquera un arrêt significatif ce jour pour revenir sur les problèmes d'ordre politique, mais cette fois-là avec une interrogation. Quel est le regard que vous posez sur les hommes politiques au Cameroun? Avez-vous l'impression que ces hommes politiques inspirent encore de la confiance? Avez-vous l'impression que les hommes politiques au Cameroun inspirent encore de la confiance? C'est la problématique centrale posée ce matin dans le cadre justement de nos échanges. Mais avant tout cela, on aura déjà marqué un autre arrêt au niveau des kiosques, question d'avoir la quintessence de l'information parue de ce côté. La dénonciation du jour est toujours présente. Ce matin encore, elle nous sera délivrée par Pierre Blériot-Niamek au canal 317 sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. On accueille ces nombreux invités qui répondent déjà présents ce jour. D'abord, Bernard Owona, bonjour. Bonjour au parfait ici, bonjour au panel, bonjour à vous nombreux téléspectateurs disséminés à travers le monde et merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir d'être sur ce prestigieux plateau, un plateau de plus en plus prisé, de plus en plus couru. Et j'avoue que c'est un immense bonheur d'être ici, de partager les différentes thématiques qui seront mises sur la table ce matin. Bernard Owona est journaliste, directeur de la publication du journal La Vitrine. C'est exactement parfait. Je voulais vous demander un petit service. Allez-y. Je voulais évoquer une situation assez incandescente qui prévaut actuellement dans la commune de Yaoundé 6e, du moins dans l'ensemble de l'arrondissement de Yaoundé 6e. Il s'agit de quoi? Il s'agit de violentes altercations entre les entrepreneurs et leaders politiques de la circonscription qui ont déjà engagé les hostilités pour l'élection municipale de 2025. Et là-bas, tous les coups sont permis. Ça fait mal de voir comment de grandes personnes s'étripent comme ça, parfois en public. Il y a eu des situations assez déplorables entre le maire Jacques Yoki Onana et son deuxième adjoint, Madame Manga Simone, publiquement, parfois à travers les canaux de communication comme les réseaux sociaux. Il y a eu un clash entre le maire Jacques Yoki Onana et le sous-préfet. Il y a eu des déchirures entre le maire Jacques Yoki Onana et son vice-président de section qui est adjoint au maire de la ville, Ndianda Kwayep Gislain. Il y a eu des déchirures également entre le maire Jacques Yoki Onana et la chef d'antenne de l'ECAM. Tout ceci... Mais pourquoi tous ces conflits? Il y a toujours le maire Jacques Yoki Onana. Le maire est dans son rôle, il voudrait, j'allais dire, empiler. Il voudrait empiler en 2025. Les autres, eux, ne sont pas dans leur rôle? Les autres également sont légitimement dans leur rôle, puisqu'ils voudraient également succéder au maire. Pour l'instant, donc, personne ne fait de cadeau à l'autre. Et dans cette animosité, le président, le patron politique du département du Mfundi, le patriarche Gilbert Timevuna, les a conviés autour d'une concertation de forme ou de façade qui a eu lieu il y a plus d'un mois chez lui. Était présent le ministre Etundingwa, le ministre Mbargamboa et le directeur général du BUNEC, qui est l'une des principales élites de l'arrondissement de Yaoundé 6. Le sous-préfet de Yaoundé 6 était là, l'adjoint au maire, le deuxième adjoint au maire, Madame Nga Simone était là, le maire Jacques Yoki en était là, et puis ils ont pris de bonnes résolutions, malheureusement, au sortir. Ils ont décidé de fumer le calumet de la paix. Ça n'a pas mis 25 minutes. Ça a duré le temps d'une bougie allumée. Le temps d'une bougie, et puis quand ils sont sortis de là, les habitudes ayant la peau dure, tout le monde a repris. Ils ont recommencé à s'engueuler. Tout à fait. Donc c'est une situation qui, je voudrais vous dire que chaque fois que nous sommes à la veille d'une élection à Yaoundé 6 et que ces gens se comportent ici, il y a toujours eu mort d'homme. Oh là là. Oui, il y a toujours eu mort d'homme. Oh là là. La dernière fois, c'était avec le docteur Paul Martin,
il était maire en fonction. Qui est mort en fonction. Il est mort en fonction. On connaît également que le maire Adjé Samelingui est aussi mort dans en des fonction. Conditions bizarres comme ça. Des conditions troubles. Oui, troubles. Et ça commence donc à inquiéter. Et lorsqu'on revoit... Mais là, ce sont 2 maires en fonction qui sont morts. En fonction, tout à fait. Je ne parle pas des adjoints. Hein. Je ne parle pas d'autres membres qui ont perdu leur vie. Est-ce que cette affaire vise seulement souvent les maires en fonction? Je voudrais seulement vous dire que si j'ai évoqué cette affaire, c'est parce que je ne voudrais pas qu'on enterre quelqu'un avant les élections municipales. Donc, les élites de Yaoundé 6 et les patrons politiques de l'arrondissement, notamment le maire Jacques Onana, doivent prendre leurs responsabilités pour que sereinement on avance pour une élection où chacun pourra jouer son rôle. Mais je voudrais préciser également pour terminer que en 2018, dans cette même cacophonie, le président Biya a été battu par Kamto dans l'arrondissement de Yaoundé 6. Donc c'est quelque chose à méditer. On a donc peur que les mêmes causes puissent produire les mêmes effets de toutes les façons, puisque ce que vous êtes en train de mettre sur la table a tout l'air d'une dénonciation. Je vais donc mener une enquête. Hein. Tout à fait. J'en prends l'engagement solennellement de mener une enquête du côté de la mairie de Yaoundé 6. Je précise que je suis né là-bas. Vous êtes autochtone. Je suis un autochtone de Yaoundé 6. Voilà. Un digne autochtone de Yaoundé 6. Il faut savoir ce qui ne va pas entre le maire et certains de ses adjoints et maintenant certains de ses collègues politiques. On essaiera de comprendre. Merci Bernard Ouna d'être là ce matin. À côté de vous, on accueille un habitué de ce plateau. Lui, c'est Alain Douk. Beaucoup l'apprécient par son timbre vocal. Par lequel ils aiment me taquiner. Alain Douk, bonjour. Bien le bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être une nouvelle fois sur ce plateau ce matin. Ils sont certainement un petit souci encore avec ouais, c'est vrai. De l'autre côté, c'est de l'autre côté plutôt. Ok. Il faut vraiment arranger ce col, puisque votre belle famille regarde. Et il faut que vous perdiez. C'est bon là. Ok, c'est bon. Donc du coup, on peut rebraquer la caméra. On continue. C'est ça le show télé. Ça, c'est le direct. C'est le direct. Donc, j'étais donc en train de... Je pense que vous allez mieux réajuster votre col, mais en réalité, vous devrez faire son maquillage. Alors, je vais donc accueillir notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Lui, c'est le dit fils de Boumniebel, descendant de Oumniobé, Pierre Bluriot Niemek, le consultant, et qui fait peur à tous les autres petits consultants et qui prendront la poudre d'escampette lorsque ce sera fort. Et Pierre Bluriot, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à votre panel, bonjour à nos millions de téléspectateurs. J'aimerais tout de go taquiner le natif de Yaoundé 6. Il a fait une dénonciation. C'est vrai que j'ai quelques éléments de cette dénonciation. Ah bon? La chef d'antenne Elikam, j'ai ses voice qui sont vraiment violents. Parce qu'ils sont arrivés à des choses très basses. Ah bon? La guéguerre ouverte. Ce n'est plus une guerre, c'est la guerre. Ils parlaient des choses dessous de ceinture. On parlait des choses, de toutes les choses. Oh là là. Donc, bref, c'était pas beau. Mais là où je voudrais taquiner le copanéliste, c'est qu'il a dit que dans ces guerres-là, oui. Quand tu avais battu Paul Biya, comme s'il a dit que Paul Biya doit toujours gagner l'élection à Yaoundé 6. Il l'a jamais dit. Non, je fais une interprétation. C'est-à-dire ce qu'il veut dire clairement, c'est que si vous continuez à faire comme ça, on risque encore gagner. Mais moi, mon souhait, évidemment, c'est que le RDPC se sente en insécurité partout. Ok? Première chose. Deuxième chose, si on en avait parlé avant, il y a quand même quelque chose qui a filtré dans ce qu'il a dit, qui m'a légèrement choqué. Il s'agit de quoi? La présence du sous-préfet à une réunion chez Timiévouna. Que va faire un sous-préfet quand le RDPC a ses réunions? Que fait madame la chef d'antenne de l'ECAM avec le maire? On n'invente pas la roue dans notre système. On n'invente pas la roue. Elle non plus. C'est révélateur, vous l'avez dit comme ça. Mais Elecam, c'est le système, c'est le RDPC. De beaucoup de choses. Le sous-préfet lui-même est affilié à la solde du RDPC au point qu'un sous-préfet se fasse convoquer dans le domicile du patron du RDPC. Combien?
Non, pas convié, il va faire Non, quoi là? il n'est pas convoqué. Les mots Il ensemble, il a été convié. Il n'a pas été convoqué. Bon, comme Betty parle bien français, c'est bien, il a été convié, mais dites-lui à l'avenir de ne pas accepter de tel... Parce qu'il pourrait avoir une invitation du MRC aussi au domicile de Kanto. J'espère qu'il répondra à cette... À lui de choisir. Ah non, s'il discrimine, il n'est pas le sous-préfet du RDPC. Bon, c'est bon de leur dire ces choses-là de cette façon. Bon, si vous le permettez, Oui. je vais passer à... La sagesse de ce matin. Allons-y. La luxure est un danger pour l'âme. La luxure est un danger pour l'âme. Ça veut dire quoi? En fait, la luxure, c'est le goût immodéré pour le plaisir du sexe. Ah bon? Donc, si vous êtes dans la luxure, sachez que Attends un peu. Quand on dit luxure, ça a très forcément au sexe? Oui, déjà. C'est la première définition. C'est différent du luxe. C'est la luxure. C'est tout ce qui est dans les orgies sexuelles et autres. Je veux dire, surtout aux jeunes gens, que c'est un danger pour l'âme. Quand c'est votre sexe qui vous conduit à des endroits. Il faut éviter Quand on réfléchit par le... que le sexe vous conduise. On espère que la luxure Parce que n'est pas trop présente du côté Yaoundé 6. en fait, c'est que j'ai... Non, j'ai vu une image. Je vous ai dit comment je forge mes sagesses du jour. J'ai vu une image d'une femme qui marchait balançant son postérieur. Oh là là. Et un jeune homme qui s'est mis à marcher derrière elle. Or, la femme allait voir son copain qui fait de bodybuilding. Il soulève le fer. Ils étaient dans... Le gars ne faisait que marcher. Après, à un moment, la femme a ouvert le portail. Elle est entrée. Il est aussi entré. Il a trouvé une quinzaine de gars de bodybuilding. Musclés comme des sacs mangeants de cacao. Il a voulu ressortir directement. On lui a dit non, il faut rester. Bon, je n'ai pas vu la suite. Non, la luxure est un danger pour l'âme. Il faut faire attention. La luxure est un danger pour l'âme. Il faut faire attention. Dixit, Pierre Blériot ou Niamek. De toutes les façons, les invités sont déjà là. Les sujets ont été proposés. À tout de suite pour la suite. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfa ici, bonjour aux nombreux téléspectateurs que je suis heureux de retrouver une fois de plus ce matin. Patrick Bala, c'est l'homme de la revue de la presse en direct sur Info TV tous les matins dans le cadre justement de ce programme. Patrick Bala, que disent les journaux? Eh bien Parfa ici, les journaux de ce matin vont nous conduire vers le journal de Dieudonné Mveng, directeur de publication d'Info Matin, le quotidien qui parle de plusieurs actualités ce jour. On s'intéresse ce matin à deux, notamment le bulletin de visite médicale Joseph Lé et Manaouda Malachi mettent donc fin au tripatouillage. Le MINFOPRA et le MINSanté ont le 14 mars dernier pris une décision conjointe qui simplifie et dématérialise la délivrance du précieux document. L'acte vise également à stopper les abus longtemps décriés. C'est une information que vous retrouverez dans ce journal de la page 5 à la page 7. Le journal Info Matin parle également des fêtes du Ramadan et de celle de Pâques avec Paul Biya qui instruit la continuité des ventes promotionnelles. C'est donc la quintessence du communiqué rendu public hier par le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga Tangana. C'est une information à retrouver en détail de la page 2 à la page 3 de ce journal. Parlons du messager de Feu Pius Ndiawe qui parle ce matin de l'UPC avec les grandes leçons à retenir de la réunion du bureau politique de l'Union des populations du Cameroun présidé par Robert Bapo Lipot. C'était ici à Yaoundé. Se restructurer ou mourir, c'est donc la grande une du journal Le Messager ce matin. On parle des impôts avec la nouvelle expression qui revient donc sur les délais qui ont été prorogés, déclaration sur les déclarations et de paiement des impôts au Cameroun. Prorogé à une semaine
De ce fait, donc, les contribuables ont jusqu'au 22 mars prochain, donc vendredi prochain, pour effectuer leurs formalités auprès des services de l'administration fiscale. Panne d'Internet, le délai de paiement prorogé, c'est la grande une de la nouvelle ce matin, information contenue à la page 4 de ce journal. Parlons du bi-hebdo, le point qui revient donc sur la communauté chrétienne de Yaoundé qui tombe des nues. En apprenant donc d'une alerte de Chanda Tomné, la mort à petit feu de leur archevêque métropolitain émérite. Affamé, si l'amour, le pardon, le partage et la vérité sont donc les principes piliers de l'Église catholique romaine. Leur pratique y est voilée. On parle donc dans ce journal de règlement de compte, de rancœur et abus d'autorité. Le clergé malmène donc ses retraités et certains de ces religieux en fonction. Le Vatican est alerté. C'est la grande une du journal qui parle donc de l'archidiocèse de Yaoundé. Monseigneur Tonien Bacotte flagellé. C'est la grande une du journal. Information contenue à la page 11 du bi-hebdo Le Point ce matin. On parle donc de mutation de Georges-Alain Boyomo qui est également en kiosque ce mardi pour revenir sur l'actualité de Monseigneur Samuel Cléda qui nous fait savoir que séquestrer un malade est donc un scandale. L'archevêque de Douala, en sa qualité de président de la commission santé de la conférence épiscopale, décrit ce phénomène dont sont victimes les patients nécessiteux dans les hôpitaux publics et privés. Information contenue à la page 5 de ce journal. Allons voir avec le jour d'Aman Mana. Le quotidien bleu s'intéresse à l'État qui conteste une dette de 60 milliards de francs CFA due à Eneo. Eh bien, selon le quotidien bleu, la dette non validée par le gouvernement au bénéfice d'Eneo au 31 décembre 2023 est liée à la consommation d'électricité des dispositifs d'éclairage public. Information contenue donc à la page 5 de ce journal. Le journal parle également d'André Onana avec la FA Cup, notamment en sport, plus particulièrement du football, avec André Onana célébré par les supporters de Manchester United. C'était lors de la qualification en demi-finale des Mancuniens contre l'équipe de Liverpool. Restons avec ce journal Le Jour qui s'intéresse également à la perturbation de l'Internet. La réponse de MTN et Orange Cameroun, c'est à lire en page 8 de ce journal. Eh bien, Cameroun Tribune, on en parle justement concernant cette perturbation du réseau Internet. Le journal de Marie-Claire Nana nous fait savoir ce matin que priorité est donnée aux consommateurs. Et selon le journal, le ministre des Postes et Télécommunications a formulé un ensemble de recommandations au terme d'une réunion hier avec les opérateurs de communication électronique. Entre autres mesures, la reconduction des forfaits perdus, la mutualisation des infrastructures, l'augmentation également des capacités Internet sur le câble sous-marin à fibre optique reliant le Cameroun au Brésil. Information en détail à lire à la page 11 de ce journal. Parlons de Camer Presse ce matin qui s'intéresse au service postal et ses 42 opérateurs autorisés. La liste a été rendue publique le 12 mars dernier par le ministre des Postes et télécommunications, Minette Libom Liliken. La plupart également sont des agences de voyage bien connues qui exercent depuis plusieurs années dans le transport des colis et courriers entre les principales villes du Cameroun. On parle également, vous retrouverez également dans cette édition la liste complète des 42 élus. Et on termine parfois ici avec le journal Économie. Le quotidien parle ce matin de Commercial Bank Cameroun et nous fait donc savoir qu'un repreneur des parts de l'État dans le capital est attendu donc d'ici juin 2024. Et selon le journal, le ministre des Finances, selon le ministère des Finances, les offres donc fermes des repreneurs potentiels sont attendues dans les prochaines semaines et un processus qui s'inscrit donc dans le cadre
cadre de la finalisation de la restructuration de la banque. C'est une information à retrouver ce matin en page 3 de ce journal. C'est-à-dire avec ce journal qu'on met un terme à cette revue de presse acte 2 sur Info Télévision. La première revue de presse était à 6h45 avec Théophile Vianney-Billa. Et donc le meilleur c'est pour la fin. Le meilleur c'est dans le cadre de ce programme prestigieux présenté bien sûr par le SAC de Modérate. Merci Patrick Bala pour toutes ces informations fraîches parues en kiosque au Cameroun. Comme d'habitude, vous ne partez pas. Quel est le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h? Eh bien, parfois, ici aux 19h et aux 20h, on va s'intéresser au Papa Noël qui vient du côté de la maison des Toudis concernant les fêtes à la fois et du Ramadan et de la Pâque, avec justement le président de la République qui demande de maintenir les prix promotionnels pour ce qui est des produits de première nécessité, les produits justement qui permettent aux différents ménages de passer avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir ces fêtes. Papa Bonheur. Papa Bonheur. Qui vient de tout dire. Vous voulez parler du grand baobab placé dans la forêt, qui donne de l'ombre à tous les animaux. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, je parle là comme Siméon Patrice vraiment. Le griot. Le griot, le seul griot qui nous reste. Il n'a pas honte de le dire. Hein. Oui, bien sûr. Il s'affirme. Ouais. Il est le griot du chef de l'État. C'est un jeune très intéressant. Patrice Siméon vraiment. Ouais. C'est l'ami de Blériot Niamek. Patrick Bala. Parfait ici. On se dit à demain 10h. À demain 10h, parfait ici. Bernard Owona, au moment où Patrick Bala nous donnait les informations parues en kiosque, certaines ont attiré notre attention. Hein. Il y a d'abord Monseigneur Cléda qui fait à nouveau parler de lui à son habitude. Il n'a pas sa langue dans la poche. Il dit que séquestrer un malade, c'est un scandale. Monseigneur Cléda n'a-t-il pas raison? Monseigneur Cléda est dans son élément, c'est le président de la commission santé dans le conseil, comment ça s'appelle conseil épiscopal Tout à fait. national. Je pense qu'il sait de quoi il parle, et même sur le plan social, c'est un évêque qui est suffisamment engagé. Et je pense là qu'il pose un problème qui embarrasse de plus en plus l'opinion, parce que de plus en plus également, il y a des malades qui sont séquestrés parce qu'ils ont des factures impayées et ne peuvent pas être libérés si jamais ces factures n'étaient pas soldées. Donc il parle comme un évêque, il parle comme un homme de Dieu, mais en face, il y a que l'hôpital ne fonctionne pas avec le chapelet et la croix. L'hôpital fonctionne avec de l'argent. On investit dans un hôpital, pas pour faire le bénéfice. Mais il y a également un côté énorme, un côté social. Je suis d'accord non négligeable dans tous les hôpitaux du monde. L'hôpital doit avoir un visage humain, ça c'est clair. Mais je suis en train de dire que quand vous allez dans des hôpitaux privés où les gens sont rigoureux. Laissons d'abord les hôpitaux privés. Parlons de nos hôpitaux publics. Nos hôpitaux publics... Bernard, il est arrivé qu'on séquestre une jeune dame qui a accouché pour une affaire de 30 000 francs, 32 000. La dame passe 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois à l'hôpital. À un moment donné, on l'a fait sortir de la salle. Elle commence à dormir sur la véranda de l'hôpital avec ce nourrisson. Vous voyez un peu l'image. L'image est... Entre-temps, dans le même hôpital, vous pouvez dénombrer une 50aine de gros cylindrés. C'est-à-dire que la voiture la plus moins chère est dans l'ordre de 50 millions. C'est cette image qui me vient en tête. Oui. Moi, je pense que le vrai problème avec nos hôpitaux, surtout publics, aujourd'hui, c'est que l'État n'est plus capable. Vous savez, même les infirmières et aides-soignantes, infirmiers et aides-soignants qui travaillent dans ces hôpitaux, ne font pas 6 mois s'ils ne battent pas le pavé pour gréver, parce qu'ils sont suffisamment mal payés, ils sont mal entretenus et donc ne peuvent pas forcément donner le maximum d'eux-mêmes. Mais en réalité, le problème des hôpitaux avec les malades qui n'honorent pas leurs factures, c'est un problème qui aujourd'hui
est de plus en plus récurrent parce que le niveau de pauvreté dans lequel les populations vivent a atteint des proportions suffisamment alarmantes. Ce qui fait que quand vous parlez de 30 000 pour quelqu'un, vous pouvez penser que c'est minable, mais pourtant c'est une fortune pour d'autres personnes. Mais je dis, en ce qui me concerne et ce que je vois au quotidien, même dans les hôpitaux, de référence à Yaoundé, à Douala par exemple, c'est que la plupart des cas, les gestionnaires de ces hôpitaux, qui sont pour la plupart des médecins, qui n'ont pas forcément été à l'école du management de ces grands établissements, sont dans l'obligation parfois de chercher à faire le chiffre d'affaires, parce qu'il y a des charges énormes qu'il faut supporter. Et dans ce cas-là, le management, le directeur général qui a besoin des recettes va certainement mettre de côté l'affection, la pitié et le reste. Je pense que c'est dans ce sens que moi je crois qu'il faut bien comprendre l'archevêque de Douala. Il dit qu'il ne faut pas séquestrer les malades. Merci Bernard Oona. C'est un sujet qui intéresse également plus d'une personne sur ce plateau. Ça, c'est sûr. Je vais donc passer la parole à Alain Douk. Alain Douk, je le relevais tout à l'heure, c'est récurrent de plus en plus au niveau de nos hôpitaux de voir des malades qui sont séquestrés pour des sommes, j'ai peur de dire, minables. Vous savez, on n'a pas besoin d'une école de management pour apprendre le cynisme. Parce que ce qui caractérise en réalité ces institutions hospitalières, c'est le cynisme. Les gens sont froids. Ils n'ont pas un rapport managérial humain avec leur clientèle. Parce que c'est ça en réalité le problème. Et laissez-moi vous dire, moi je vais choquer plus d'un. Moi je m'en fous. Vous savez, on parle du problème de la pauvreté, mais je tiens à vous dire que sur la terre, il y a suffisamment de richesses pour que personne ne soit pauvre. Il faut déjà que les gens l'intègrent, que la pauvreté c'est un construit. C'est une ingénierie subtile qui permet de créer la pauvreté pour contrôler en réalité et asseoir le pouvoir. Il y a suffisamment de richesses sur la terre, et je dis, s'il faut prendre l'exemple du Cameroun, je dis qu'il y en a suffisamment pour qu'aucun Camerounais ne soit pauvre et ne vive ce genre d'expérience que nous voyons dans nos différentes institutions hospitalières. Maintenant, ils vous ont parlé en 2018. On a dit que ça allait être la date d'implémentation, par exemple, de la couverture santé universelle. Je suis surpris. Nous sommes 6 ans après. Il n'y a toujours rien du tout. Or, ça aurait été une politique d'économie de la santé qui permettrait de régler bon nombre de problèmes dans notre système, dans l'écosystème de la santé au Cameroun, permettant de prendre à charge justement même les couches sociales les plus vulnérables. Et on voit qu'on piétine. Pendant qu'on piétine, Parfait faisait bien de le relever tout à l'heure, ben c'est pas tout le monde qui piétine. Il y a quand même des gens chez qui on arrive à voler 2 milliards à la maison, 360 millions dans le bureau, ou je sais pas moi combien. Vous voyez donc qu'il y a un sérieux problème. On ne réfléchit pas dans le sens de régler les problèmes. C'est-à-dire de chercher le bien commun. Alain Douk, je veux qu'on le dise encore avec emphase. Oui. Hein. C'est-à-dire que les gens du Bangladesh le comprennent. Que nous sommes dans un pays où on peut piquer dans la chambre de quelqu'un au Cameroun, on pique 500 millions. Et ça se sait. Et puis par la suite, il n'y a rien. Et dans le même pays, on sait pas. Une fille de 17 ans qui a accouché, parce qu'elle n'a pas donné 32 000. On la séquestre. On la séquestre. Elle est prisonnière à l'hôpital. C'est cette image-là que je veux qu'on puisse voir. Cette image me tient à cœur. Ça c'était son sujet. Hein. Ça, c'était son sujet. Moi, je commentais. Hein. Une minute, je voulais ajouter quelque chose. Oui, Bernard. D'abord, j'ai oublié de dire que tous les hôpitaux publics ont des services sociaux. Tout à fait. Voilà, donc s'il y a défaillance, il faut déjà aller voir au niveau de ces services. Vous arrivez au niveau du service social, on vous dit qu'on ne vous reçoit pas. Allez essayer. À la suite d'Alain que pas plus tard que l'année dernière, parce que comparaison n'étant pas raison, l'année dernière, il y a 3 autres personnalités du Cameroun qui ont été séquestrées en France, hôpital Salpêtrière et hôpital américain pour non-paiement des factures. J'ai failli dire que c'est bien. Ben voilà. C'est pour dire que ce qui arrive au Cameroun arrive aussi même en France. Mais vous savez, dans 3 autres personnalités, dans ce cas précis, c'est l'État du Cameroun qui les a évacués. Moi, je vais rebondir. Ils ont payé ces factures-là et il y a eu l'enterre. Vous allez faire quoi là-bas?
Pourquoi vous allez chez les gens? Ouais, eux peuvent pas des avions pour aller se faire traiter en Europe. Ils sont partis par la Parfait. Moi, je veux pas. Il est en train de voler mon temps de parole parce que moi, c'était même pas le sujet sur lequel je voulais intervenir. Pour dire que quoi? Pour dire que vous avez remarqué sur la première qui a été présentée. Oui. La méchanceté en milieu religieux. Mais c'est incroyable, hein? Mais c'est en fait. On a l'impression que c'est dans les milieux où on parle trop et on scande trop le nom de Dieu qu'en réalité les gens sont les plus méchants. Et moi je le dis même par expérience. Hein, vous voyez, des religieux qui Mon Seigneur, Bakot est flagellé. les religieux qui affligent d'autres religieux. Et maintenant je sors par là. Les perturbations d'internet. Les câbles. Nous finissons d'abord avec le sujet. Parce que moi, je voulais réagir à une fois sur les. Finissons d'abord avec la séquestration des malades qui constitue un scandale selon Monseigneur Cléda. Et là, je passe la parole au consultant Pierre Blériot. Pierre Blériot, c'est une affaire de cœur. Vous savez, j'ai beaucoup d'affection pour Monseigneur Cléda. Mais il a tapé poteau. Ah bon? Oui, à quel niveau? Aller dans les hôpitaux catholiques. Oh là là. Non, allez Ouais, alors c'est que vous faites? Je fais quoi? Aller dans les hôpitaux catholiques, essayer d'évoquer le nom de Dieu. Essayer d'évoquer la pitié. Essayer dans un hôpital catholique de dire... D'ailleurs, c'est les hôpitaux, tous les hôpitaux confessionnels là. Les prix qu'on vous donne au départ ne sont jamais les prix de la fin. C'est-à-dire, je ne veux pas citer des noms. Mais parfois, vous vous retrouvez avec des factures et les gens sont... Vous parliez des hommes de Dieu, je veux parler de ces hommes odieux. Si vous voulez goûter à la méchanceté, allez... C'est là-bas. Bakot dont on parle là, vous savez ce qui arrive à Bakot? Non. Bakot n'arrive plus à manger. Hein. Comment ça? Oui, parce que c'est... Vous êtes sérieux là? Ouais, oui. Vous voulez que je vous donne des détails? Oh là là. Bakot en est arrivé à Kemandé. Comme ça. Parce qu'il est privé du minimum par ses confrères. Et il n'est pas le seul. À un tel point? Je dis que Tonya Bakot Mandi, l'ancien archevêque de Yaoundé Mandi. Mais c'est très grave ça. Oui, et Cléda le sait. Oh parce que Bakot n'a pas dit ça la première. Est-ce que Monseigneur Jean Barga le sait? Bon, il a écrit même à Jean Barga. Donc Jean Barga oui, il a écrit. Il dit que parmi les gens qui le martyrisent, lui, Bakot. Et quand Bakot lui-même était archevêque, il martyrisait. Oh là là. Non, allons-y. C'est le milieu... moi, j'ai de la pitié pour Monseigneur Bakot. Non, le milieu religieux est rude, c'est satanique. Dans le milieu religieux, d'ailleurs, un pasteur avait dit à un policier à Ezeka un jour que le nom de pasteur, c'est le nom de travail. On le dit comme ça, oui, mais pourtant c'est ça. Parce que le policier lui avait dit, j'ai jamais vu un pasteur qui insulte les gens comme toi. Il lui dit, le nom là que pasteur, c'est le nom du travail. Ce n'est pas mon nom que mon père et ma mère m'avaient bien. Non, revenons rapidement. Notre État n'a pas été conçu comme avec un projet socialiste. Vous voyez. On est perdu entre le capitalisme sauvage et un socialisme qu'on n'a pas engagé. L'hôpital ne peut rien faire. L'hôpital n'a pas les moyens de soigner les malades. Tout est bloqué là-bas. Quand vous arrivez dans un hôpital, celui qui gère la propharmacie ne peut pas donner les médicaments s'il n'y a pas d'argent. S'il essaie de le faire, il paye de sa poche. Pierre Blériot, on vous a dit que dans tous les hôpitaux publics, il y a des services sociaux. La chance, c'est que j'ai visité ces services sociaux. Oui. Si on vous parle, on leur donne des consignes. Vous ne recevez pas plus de tel nombre de personnes par mois. Et voilà, on met un certain nombre de critères. La vérité, c'est que 80% des Camerounais ne peuvent pas se soigner. Ça, il faut d'abord le dire. Parfois, ici, quand tu es malade au Cameroun, les examens seuls s'élèvent en centaines de mille. Il faut avoir une bourse lourde. On a imaginé beaucoup de systèmes dans lesquels l'État pourrait subventionner les traitements. En Côte d'Ivoire, au Sénégal, les prises en charge sont immédiates. Et au Sénégal, on est à 50% du paiement des factures par l'État. Je prends les pays qui ressemblent au Cameroun. Oh oui. Au Cameroun, on meurt à l'hôpital public, faute de moyens.
Si vous n'avez pas d'argent, n'allez pas mettre votre malade là-bas en suppliant les gens. D'ailleurs, on vous traverse. J'ai ma fille qui avait fait un accident il y a très longtemps. À 7 h du matin, on l'a opérée à 19 h 30 quand j'ai pu réunir tout l'argent à l'époque. C'est-à-dire, elle aurait pu mourir 5 fois. Et les médecins, excusez-moi, tellement ils disent qu'ils ont vu les gens mourir, que bon, ils vont toujours te dire un mort de plus. C'est un peu comme un éleveur de poissons. Ouais, le cynisme. Il se lève le matin, il compte seulement combien de morts. Non, ça, ce sont des mauvais médecins. Ce n'est pas parce que vous avez vu les gens tellement mourir qu'il faut que tout le monde qui passe devant toi meure. Non, mais bien. j'ai pas dit que c'est bien. Je veux dire qu'aujourd'hui, on ne voit plus beaucoup de médecins dire que non, mais attendez, ce monsieur, vous arrivez avec un accidenté. Et vous ne voyez pas, ne serait-ce que l'attitude des gens qui disent que devons nous faire, Pierre Blériot, quand vous décrivez tout ce que vous êtes en train de décrire bon, là. si je vous dis la vérité, vous Oui. n'allez pas admettre. Dites à l'endroit des téléspectateurs. Il faut tuer tous les Camerounais. Ah bah, vous êtes dans la blague. Ben là, on prend un autre sujet. Hein. D'accord. Au niveau de cette revue de la presse, c'est également un sujet préoccupant. Le réseau Internet au Cameroun, depuis plusieurs jours, est devenu catastrophique. Qu'est-ce qui ne va pas? En croire les informations que j'ai reçues de la bouche de Madame le ministre des Postes et Télécommunications, au sortir de sa réunion de crise, je pense hier, au ministère des Postes. Attends un peu, est-ce qu'on t'interrompt hein? Oui. Donc, depuis que le réseau dérange, ce n'est que hier que Madame le ministre a vu qu'il fallait se pencher sur l'affaire. Je commence par ce qui me semble officiel, D'accord. pour revenir à Au commentaire. ce que nous avons appris un peu avant l'information officielle. Donc, Madame le ministre des Postes et Télécommunications nous a informé que il y a eu une grave panne au niveau sous-marin. Et cette panne concerne 20 pays africains. Sauf que il y a des pays qui sont bien lotis dans cette panne, comme le Cameroun, parce qu'ailleurs, comme en Côte d'Ivoire, c'est encore plus compliqué. Ça nous fait une très bonne consolation. Oui, hein. ça fait une bonne Que, consolation. comme, il n'y a pas que le Cameroun qui est Ça, c'est Madame le ministre qui nous le dit. Alors, moi, je pense que c'est quelque chose de très sérieux. J'ai remarqué à quel point le monde est dépendant aujourd'hui de cette affaire. Tout à fait. Totalement, jusqu'au paiement des impôts, Ouais. jusqu'au paiement des CCI à la CNPS. Ce sont des manques à gagner énormes. Jusqu'aux joueurs de Paris Foot. Ouais. Je vous dis, j'ai vu des parieurs qui étaient affolés hier, Ouais. qui n'arrivaient pas à parier parce que Internet est bloqué. Donc ça veut dire que le monde aujourd'hui est totalement dépendant de cette affaire. Et je pense que les autorités compétentes devraient être vigilantes pour prendre des dispositions. Bon, les pannes, Quelle peuvent, disposition? les pannes peuvent survenir. Un bateau peut aller avec son hélice, couper un câble sous-marin, et puis ça nous... Ou bien un poisson maléfique. Un grand requin peut passer par là. Il confond ce qu'il doit croquer À la fibre. à la fibre optique. Ça nous crée ces problèmes. Et je vous assure que nous sommes très, très, très en difficulté aujourd'hui. C'est difficile, on le dit comme ça, mais je pense que c'est sérieux. Je crois que le gouvernement aujourd'hui essaye quand même de communiquer, parce que vous savez qu'avant même, on ne communiquait pas. On ne communiquait pas, c'est samedi, je pense. Donc il n'y avait rien avant. Non, je ne sais pas ce qu'il y avait avant. Moi, je ne suis pas dans avant. On ne communiquait pas avant. On ne communiquait pas beaucoup avant. Dans Mais ce tu cas, vas c'est voir. bien. Après, on communique. Bon, aujourd'hui, c'est bien. J'ai vu Madame le ministre vraiment se déployer entouré de tous les patrons de Orange, MTN, Camtel, ART et consorts. Tous les techniciens étaient là et je pense que le Cameroun a mis également un peu de moyens. Très bien. Pour que nous soyons, qu'on puisse rétablir à temps cette affaire d'Internet. Alain Douk, il y a la une du quotidien gouvernemental, Cameroun Tribune, qui me fait un peu rigoler. Le journal de Marie-Claire Nana. Cameroun Tribune vous dit que la priorité est donnée aux consommateurs concernant la perturbation du réseau Internet.
Vous êtes aussi en train de sourire. Non, mais je suis déjà en train de rire parce que moi, je sais que c'est un pays où on se fiche pas mal du consommateur. Hein. Dès qu'il y a un problème, moi, je n'ai jamais vu où on essaie véritablement de rendre justice aux consommateurs. Pour une fois, dans la priorité de nos Mais consommateurs. il y a énormément de manque à gagner. Hein? Et déjà, il y a des tensions de trésorerie. Qui va payer le manque à gagner aux gens? Et bon, ils vont vous dire, est-ce que c'est l'affaire du gouvernement? C'est l'affaire du gouvernement. La fibre optique, elle est quand même livrée aux autres opérateurs, là, On dit que Qui- cela concerne également plusieurs d'autres pays, pays africains. D'accord, Pas mais seulement une affaire du Cameroun. à notre niveau, le manque à gagner est grand pour les différents opérateurs économiques qui utilisent Internet. Et quand je dis les opérateurs, c'est presque tout le monde qui utilise Internet maintenant, même les particuliers. Moi, vous, moi, on le sait, les émissions. Il faut savoir être reconnaissant. Que voilà. Il faut savoir être reconnaissant. Vous comprenez? Avant, il y avait quoi? Avant, il y avait quoi? Avant, il y avait la 2i. Mais je pense que sur le moment, il y a un truc. Président Paul Biya, qu'on a la carte. Il y a un truc quand même que moi je veux faire comprendre aux gens. Parce que quand nous, on cherche à éclairer les gens la plupart du temps, même sur les réseaux sociaux, les gens nous rient à la gueule. Quand je dis depuis des années aux gens que mes amis, le satellite c'est la science-fiction, il n'y a rien dedans. D'ailleurs, celui à qui on doit ce vocable, c'est un écrivain de science-fiction. Il n'y a rien. Arrêtez avec ces histoires où on dit aux gens qu'il y a Internet qu'on peut distribuer par satellite. C'est du bobard, les amis. Le réseau Internet, le réseau de télécommunications se gère par un réseau de câbles sous-marins, comme vous l'avez vu. Donc, quand il y a un accident, vous voyez comment il y a des perturbations. C'est clair, c'est comme ça. Donc, il doit y avoir une dynamique de la mutualisation des efforts des gouvernements du monde pour sécuriser le réseau de distribution d'Internet par les câbles sous-marins. Les amis, c'est par là que les télécommunications se font, pas C'est pas facile, par hein. satellite. Notre câble sous-marin part du Brésil. Non, je sais, c'est pas facile, mais... C'est pas facile. je Voyez pense la que les- distance entre le Brésil et Non, le les Cameroun. gouvernements ont Il est suffisamment de possible moyens pour de travailler temps qu'il à la les dépanne. sécurisation. C'est compréhensible. J'ai bien dit mutualisation. Les gouvernements, Mais pourquoi même nous les sommes plus riches d'abord aux plus allés modestes. coller cette affaire au Brésil? Pourquoi non au Brésil? Pourquoi le Cameroun aime tuer des choses très compliquées? Non, le Cameroun, si vous permettez, Oui, n'est pas le Blériot. seul. Nos États africains n'ont pas pris l'autonomie de leurs moyens de communication, comme dans beaucoup d'autres domaines. Vous savez que le feu colonel Kadhafi était dans une bonne logique. Tout à fait. Tout ça a été saboté. On ne sait par qui. On ne va plus revenir sur Tout ça. à fait. L'Afrique a donc accusé plus de 50 ans de retard. Tant au niveau des voies de communication que sur le plan de la finance, de l'argent, disons-le comme ça. Nous sommes encore retournés à l'époque de la dépendance totale. Moi, je crois que c'est aussi un test qui a été fait à ces pays-là pour leur montrer à quel point on peut les asphyxier à tout moment. Les pays qui font souvent comme s'ils peuvent être têtus vis-à-vis de la communauté internationale. Justement, il y a aussi des actes de sabotage qu'on peut... Nous avons donc compris que si les gens là veulent nous fermer au monde, ils peuvent même toucher volontairement à quelques câbles. Ils nous débranchent. Ah ben nous ne pourrons plus rien faire. Et même notre système financier est fondé sur Internet. Oui. Ils peuvent tout saboter. Même à ce niveau, nous n'avons pas travaillé à avoir une certaine autonomie. Nous sommes à la vérité les esclaves des Blancs comme hier. Sauf que maintenant les Blancs ont changé. Ils nous laissent faire l'esclavage étant chez nous-mêmes. Il faut comprendre comment avant on nous transportait, on nous amenait travailler pour les Blancs chez les Blancs. Non, maintenant c'est compliqué, tout ça. Vous travaillez pour les Blancs chez vous. Merci Pierre Blériot. C'est ce qu'il fallait dire concernant justement l'actu presse de ce matin. Bernard veut coller un dernier mot. Allons-y rapidement, en quelques secondes. Un mot sur l'archevêque de Yaoundé et Monseigneur Toyin Bakot, qu'il y a une charte qui précise la prise en charge par l'archevêché de Yaoundé. Prend en charge l'archevêque émérite. Donc c'est le cas, ça existe. Et je pense que Monseigneur Toyin Bakot a tous ses droits et il sait comment s'en prendre s'il faut les revendiquer. Non, il n'a pas tous ses droits. Je dis d'abord, je donne l'information. Ça, c'est l'information. C'est le principe. C'est le principe. Je refuse de conjuguer au conditionnel parce que c'est une information qui est inattaquable. Oui. C'est-à-dire qu'au sein de la c'est le principe. C'est écrit. Monseigneur Toyin Bakot, archevêque émérite, il a tous les droits. Il a même, il sait exactement à quoi s'en tenir par mois en termes de prise en charge.
en termes de carburant. Et vous voulez nous faire comprendre que Monseigneur Jean Non, Barthélemy, l'autre, c'est pas ça. J'ai déjà dit ce que moi j'ai dit. Le Je reste, suis à la 4e publication de Tonye Bakot qui se plaint. Vous savez que j'ai le bonheur d'être aussi Bassa. je comprends bien. Non seulement il s'est plaint à tout le monde, l'un de ses bienfaiteurs est en difficulté actuellement, mais finalement il s'est plaint auprès de la communauté Bassa que même vous, aidez-moi. Vous voyez ça? C'est à ce point-là. Tonye Bakot, on le réhabilite aujourd'hui dans la zone de Bassa. Merci, hein. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin concernant donc l'actu presse. Je pense que je vais me rapprocher de Monseigneur Tonye Bakot. Hein. À tout de suite pour la suite. La dénonciation de ce matin nous amène à repasser la parole à Pierre Blériot. Bon, parfait, ici, la dénonciation que je porte ce matin a un caractère social. C'est un monsieur qui a été obligé de fuir le pays du fait du harcèlement judiciaire de ses propres frères, sœurs et de sa maman. Il est issu d'une fratrie de 6, 3 garçons, 3 filles. Il est le 5e et dernier garçon, dont la dernière née est une fille. À la mort de leur père, il faut préciser que c'est un ressortissant de l'Ouest Cameroun. Son père était Bandjounais et sa mère Banganté. À la mort de leur père, ils ont eu une réunion de famille et on l'a désigné comme successeur. Sa maman a pris tous les attributs de son père et la grande cantine dans laquelle il gardait les pièces, ses pièces officielles et autres documents. Elle a remis à ce monsieur. Après un certain temps, sa maman a commencé à lui revendiquer ces choses-là. Il a dit à sa maman, bon, mais tu m'as remis cela après un conseil de famille. Si tu voudrais reprendre cela, on fait également un conseil de famille et je te remets ça, mais il faudrait que je comprenne pourquoi. Sa maman avait donc déjà monté ses autres frères qui lui ont dit, non, non, elle n'a pas à faire un conseil de famille, tu lui remets les biens de son mari. Parmi ces biens, il y avait 2 documents de terrain, qui n'étaient pas des titres fonciers, mais en fait des documents d'achat sous seing privé. On reconnaît que vous avez acheté un terrain. Terrain sous seing privé, c'est comme ça que les autres aiment parler. Alors, ses frères ont poussé le harcèlement judiciaire jusqu'à le mettre en cellule, après quoi on l'a mis en prison. Il a fini par remettre les documents, mais on a estimé qu'il leur avait perdu du temps. On lui a imposé le paiement d'une somme importante. Il a dû vendre un camion qu'il avait. Le harcèlement a continué. Il a été obligé de quitter le Cameroun. Il a fui, abandonnant tout au Cameroun. C'est depuis les États-Unis qu'il a commis un avocat pour défendre sa cause. Et il y a quelques mois, il a gagné finalement le procès contre tous ses frères et sa maman. Il m'a appelé, il m'a écrit par la suite, me demandant ce qu'il doit faire dans ces conditions-là. Ses frères et sa maman ont été déboutés, mais il estime que sa vie a été brisée parce que c'est depuis 7 ans qu'il a quitté le Cameroun, alors qu'il avait une vie plutôt bien structurée au Cameroun. Ses frères lui en voulaient parce que, étant le dernier garçon, il était le seul qui avait construit et on dit beaucoup d'autres choses. Donc, il me fait savoir que vivre de l'autre côté n'est pas toujours une garantie de réussite, surtout pour quelqu'un qui avait déjà ses petites structures ici et qui gagnait plutôt bien sa vie. Il soumet cette réflexion à nous tous pour qu'on lui dise ce qu'il pourrait faire. Vous dites qu'il est ressortissant de l'Ouest. Bandjoun et Banganté par sa maman. Alors, il a quel âge à peu près? Il a la quarantaine. À la quarantaine aujourd'hui. Bernard Owena, vous avez suivi cette dénonciation. Votre commentaire? D'abord, je voudrais savoir si le monsieur, le défunt papa n'a pas, parce que à l'Ouest, habituellement, le défunt désigne son successeur avant sa mort, habituellement. À l'Ouest, c'est pas souvent l'aîné, hein. C'est lui choisit parmi ses enfants, c'est lui qui juge de la capacité à laisser l'administration de sa famille à tel ou tel, selon les aptitudes qu'il a décelées chez tel ou tel enfant. Donc je ne sais donc pas si il est le successeur
selon la volonté d'un conseil de famille où il est le successeur. Ce que vous dites là, ça s'applique souvent aux notables et aux chefs. Mais le reste, c'est les familles normales. Ok. Donc, c'est un conseil de famille. Même s'il faut dire que même du vivant de son père, c'est lui qui jouait déjà à peu près ce rôle entre ses frères. Bon, je voudrais également savoir, lui, le dernier né, comment a-t-il eu ses biens par rapport à ses aînés? Parce que les aînés qui n'ont rien, qui n'ont pas construit, qui n'ont pas de camion, lui, le dernier né, avait déjà tant de matériel. Est-ce que le père n'a pas fait un peu dans la combine en lui Là aussi, la réponse, elle est bon, celle qu'il m'a donnée. Mais c'est quand même aussi une question pertinente. Oui, c'est une question pertinente, sauf qu'il a bâti sa richesse lui-même. Il a vraiment... Aujourd'hui qu'il a remis tout, parce qu'on l'accusait d'avoir vendu les terrains et se serait enrichi. D'ailleurs, la première fois qu'il fait la prison, c'est qu'on dit qu'il cache les titres fonciers. Son père n'a jamais titré ses terrains. Après vérification, les terrains n'étaient pas titrés. Et puis encore, les 2 terrains en question, parce que ça c'est comme l'histoire est très longue, ses frères et ses sœurs sont allés s'établir sur ces terrains-là. Donc, il n'a pas joui d'un bien particulier, à moins que son père le lui ait donné en catimini. Mais lui, il a fait de petites affaires qui ont prospéré. Très bien. Bon, je veux donc donner une réponse, peut-être un conseil. La réponse, c'est que je crois que la maman n'est pas une bonne femme, parce que vous ne pouvez pas faire 6 enfants. Votre mari décède, la famille décide de désigner un de vos enfants comme successeur, et derrière, vous décidez de monter les autres enfants contre l'autre enfant qui est le vôtre. Donc j'estime que la femme a joué un très mauvais jeu dans sa famille, et cela aura des répercussions jusqu'à... Bon, le monsieur qui est maintenant du côté des États-Unis, alors je vais d'abord comprendre, il veut rentrer au Cameroun. Oui, il a gagné. Il veut savoir ce qu'il a dû Il dit même qu'il a gagné du point de vue de la justice. Oui. Mais il fait cette précision. Tu as gagné au point de vue de la justice. Mais humainement, est-ce que tu as gagné? Ses frères sont toujours belliqueux, haineux et tout le reste. Son retour, ça se fera comme... Quel est le conseil qu'on donnait à ce bonhomme, Bernard? D'abord qu'il revienne rapidement. Ah bon? Dès lors que la justice a donné raison. Oui, qu'il revienne rapidement, qu'il puisse... sécuriser ce qui lui revient, et s'il est humble, qu'il fasse un effort de tendre la main à la famille pour qu'ils voient dans quelle mesure ils peuvent recoller les morceaux, parce que s'il ne fait pas ce geste, même ayant eu raison devant la justice, les autres peuvent prendre d'autres mesures pour en découdre avec lui. Très bien. Des mesures qui ne seront pas forcément celles de la journée. Et s'il fait cette... Alain Douk, on vous passe la parole. Ce sont des situations que nous vivons dans nos familles au quotidien. N'avez-vous pas l'impression que ce bonhomme est au milieu, excusez l'expression, de bons feignants, et comme c'est lui qui se distingue, c'est un battant, il a construit sa vie, ses frères sont tout simplement jaloux, et j'ai peur que ses frères peuvent même aller jusqu'à lui faire la peau. Ah ouais. Parce que là, je n'ai même pas l'impression qu'il y a une famille. Hein. C'est vraiment une famille de nom. Non, il ne faut pas appeler ça une famille. Hein. Parce que vraiment... Vous savez qu'on dit que le cousin de la mort, c'est la prison, non? Parfois même, la mort me met une délivrance, autant même mourir. Parce que quand... Vos frères, votre maman vous met en prison. Votre mère. C'est très grave. Mais c'est grave parce que la première réaction à moi que j'ai eue, je me suis posé la question, est-ce que c'est un enfant illégitime? Je sais pas moi. Il y a eu erreur, elle sait qu'elle a fait avec un autre homme, mais son défunt mari choisit l'enfant, je sais pas moi, adultérant, c'est lui qui désigne. Hein? Et puis il y a cet acharnement, parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et vous savez encore, c'est délicat parce que c'est le dernier. Imaginez, vous êtes le dernier, vous voyez cet acharnement de vos ennemis et de votre propre mère contre votre père. Il est seul contre tous. Seul contre tous. Mais c'est déstabilisant. C'est déstabilisant. Ces gars sont prêts à en découdre avec lui. Vraiment, c'est du genre, s'il revient au pays, moi, dans sa situation, vous savez, les relations toxiques, il faut les barrer.
C'est-à-dire qu'il met un mur de démarcation, vous vivez votre vie. Comme le mur de Berlin. Ah oui, monsieur, vous vivez votre vie, je vis la mienne. On essaye au maximum On de se retrouve là, c'est malheur C'est degré. clair, parce que... non, c'est des gars qui peuvent le tuer. Donc, faut pas qu'ils s'amusent. Moi, je pense Ce n'est plus de la blague. Non, ça c'est la sorcellerie qui s'est manifestée tout simplement de jour. Et là, comme disait mon cher aîné voisin à côté, je pense que le pas à faire ce qu'il faut pour les vaincre d'une autre manière, c'est rien du tout. Hein. Rien du tout. Entre-temps, donc, Blaireau Niemek, ce bonhomme, il a un pays, il a un village. Est-ce qu'il va donc passer le temps à s'enfuir? Donc, mais le moment de lui donner mon conseil est arrivé. Première chose, quand vous avez les moyens dans nos familles africaines, il faut bien tisser votre toile au village. C'est-à-dire que la sorcellerie commence toujours par les villages. Parfait, si c'est vous le plus riche, faites en sorte d'être le plus connecté avec le village. Ce sont vos frères qui doivent avoir peur de vous au village, ce n'est pas le contraire. Donc, oui, non, mais nous sommes africains. Moi, je suis très bien connecté à mon village. C'est pour ça qu'il y avait un monsieur... qui m'a promis de me rencontrer à Boumiébel et de me faire la peau à Boumiébel. Je me suis demandé s'il y avait 2 Boumiébel. Voilà. Donc, le premier conseil que je lui donne, s'il ne le faisait pas avant, il aurait dû avoir de bonnes assises au village. Ces assises lui auraient même permis de chasser sa mère de ce village. Oui, vous pouvez chasser votre mère de votre village si vous avez de bonnes assises. Et même vos autres frères. Il faut donc souvent être bien connecté avec le village, première chose. Deuxième chose, quand vous allez à l'abattage, en brousse, c'est pour faire tomber les arbres. Mais si vous voyez quelqu'un qui dirige un arbre vers vous, ce n'est plus l'abattage. C'est l'abattoir. Parce qu'en fait, je traduis là un adage bassa. Les bassa disent, mais on l'a le kolol. Je pensais que c'est l'abattage. Nindomle le lengnabe. Pourtant, on se lance déjà les arbres. Quand on se lance des arbres, il faut savoir se tenir sous des arbres plus grands. On ne peut pas passer le temps à dire la famille, des choses comme ça. Je vous l'ai souvent dit. Les plus grands ennemis de l'homme sont les gens de sa propre maison. Ouais. Quand votre famille vous lance une telle hostilité, une telle guerre, le frère il disait il faut se rapprocher. Non, il n'y a pas de main tendue. Les sorciers... Tu peux même tendre la main, les sorciers n'aiment pas la flatterie. On ne flatte pas le sorcier. C'est l'adage chez nous. On ne flatte pas le sorcier. Parce qu'après ton présent, il va aussi te manger. Le sorcier, c'est quelqu'un qui ne se rassasie pas. Une maman qui va jusqu'à mettre son fils en prison n'est plus votre maman pour des raisons matérielles, de discussion de biens matériels. Si ses frères s'étaient sentis frères, ils auraient même dit on remet ça à Dieu. S'il a été malhonnête, Dieu va le punir. Et enfin, nous autres parents, avec cette affaire d'héritage, je crois que personnellement, je réfléchis de plus en plus sur l'héritage parfois ici. Je promets peut-être à mes enfants de bouffer tous mes biens moi-même de mon vivant. C'est une mauvaise annonce, hein? Oui, que tu viens de faire. Irresponsable, monsieur. Arrêtez. Et Hélène, donc, pense irresponsable. Si vous voyez les guerres que les biens de la succession génèrent, tout à fait. Parfait ici. Et il y a parfois mort d'homme. Oui, c'est-à-dire vous vous rendez compte que c'est vous qui avez même forgé ce qui allait détruire votre famille. Au lieu que les biens soient un facteur de développement pour la famille, si je bouffe tous mes biens, je vis heureux jusqu'à ma mort. Vous avez l'obligation de m'enterrer, je vous aurais payé l'école. Celui qui ne veut même pas venir à mon enterrement ne vient pas. Mais je dis que moi, personnellement, je réfléchis de plus en plus à l'idée de bouffer tous mes biens avant ma mort. Sauf qu'il y a eu une vieille histoire à Blériot. Un monsieur avait fait comme tu fais là, sentant sa mort venir. Il a commencé à dilapider tous ses biens, à détruire même certains. Parce qu'il s'est dit que quand je veux mourir, personne ne doit en bénéficier. Vous savez ce qui est arrivé? Dieu n'a pas pris ce monsieur. En fait, je n'ai pas parlé de dilapider mes biens. Je n'ai pas bouffé. Tu as dit bouffer des biens. Est-ce qu'il y a une différence? Oui, bien évidemment. C'est-à-dire que je connais mes biens actuels. Je les organise, par exemple. Je connais aussi mon âge. Ce serait un miracle que je vive encore le double de l'âge que j'ai aujourd'hui. Mais je peux programmer mes biens sur 50 ans. Vous voyez? Je les bouffe. Je m'assure qu'à la 50e année,
ils seront en train de finir. Vraiment, si je dois Après, vivre comme... Dieu te donne encore une longue... C'est son problème. Et là, tu commences à souffrir. Non, je ne veux pas... Non. Parfait, ce qu'il faut dire, vous comprenez bien ce que je veux dire. Le fait d'accrocher les enfants à nos biens là, ne leur rend pas tout. Moi, mon père m'a laissé. Non, Merci. c'est pas foncièrement ça le problème. Moi, mon père m'a laissé Le quoi? péché même vient souvent du modèle d'éducation que vous avez donné aux enfants. Et de l'ambiguïté même concrète au niveau du legs. Hein? Parce que quand la répartition a été faite par le défunt, tel a droit à ça tout. Alors, S'il n'y a pas de bien, il y a nous pas de allons bien. d'abord lire quelques préoccupations de téléspectateurs. Bonjour, monsieur Parfait, ici, le charisme de la modération. Bonjour aux démineurs. Concernant le problème de connexion Internet, monsieur Parfait, ici, sans vous mentir, l'Africain ne veut pas développer son continent. L'ancien président de la Libye avait un projet de rendre l'Afrique indépendante à travers la mise en place des États-Unis d'Afrique. Il voulait mettre le continent africain au plus haut sommet de la pyramide. Mais malheureusement, il a été assassiné par ses propres frères africains. C'est Nana de Niala qui envoie le message. Nous prenons une autre préoccupation. Nous partons au 229. Il s'agit du Bénin. Bonjour, mon frère Parfait Haïti et tous vos panélistes. Concernant la dénonciation, dites à ce monsieur de venir d'abord ici au Bénin. Je vais l'amener où on va le blinder. Et ensuite, il rentre au pays et récupérer ses biens. Et quiconque s'attaquera à lui mystiquement va mourir et va jouir de ses biens librement. C'est Ayinda depuis le Bénin. Bonne émission à vous. D'accord. Parfait, donnez-lui mon numéro, je vais l'aider. C'est le même monsieur du Bénin. D'accord. Alors, D'accord, Aïnda. Et donc, notre ami du Bénin Solution est très fort pour le blindage. Nous prenons un autre message, le plus 49, c'est l'Allemagne. N'est-ce pas, Blériot? Tout à fait. Bonjour Perfecto et tout ton panel. Par rapport à la dénonciation, il faut faire attention. Généralement, le successeur du père n'est pas toujours celui qui gère les affaires du père de son vivant. Il peut être l'enfant qu'on ne s'attend même pas. Et très souvent, le papa dit toujours à un frère ou un ami, parfois la famille est celle qui tue l'homme, que le monsieur laisse à sa famille et cherche à se reconstruire aux États-Unis. La vie est... Il dit la vie est courage pour la vivre avec les regrets et rancœurs. Bonne émission, c'est Dylan Galleux depuis Francfort en Allemagne. Autre message ce jour, on prend celui-ci, je lis comme c'est écrit, hein. Bonjour la perfection, même ainsi... Bonjour la perfection même, ainsi qu'à ton riche panel. Parfait, je me demande, avec tout ceci, où va l'argent de la Caristas pour Monseigneur Bacotte? Et parfait, bonjour. Concernant la dénonciation, une mère et ses 7 enfants se sont accaparés tous les biens de leur défunt mari et père en excluant un fils, son propre fils. Et lorsque celui-ci revendique sa part du bien, on lui répond qu'on ne donne pas la confiture au cochon. Oh là là. Incroyable. C'est quoi cette affaire? Il doit parler de lui-même. Hein. Bonjour. Les démineurs du plateau, belle émission de tout temps. Courage pour ce que vous faites à la population canadienne. J'ose croire que le monsieur en veste blanche fait partie de ce groupe de personnes qui pensent que, à leur souffle de vie, ils oublient qui le détient. Vous pouvez m'expliquer comment les hôpitaux se font l'argent en négligeant les vies de Dieu? Vraiment, ce monsieur m'a poignardé au cœur. Bonne journée à vous tous. C'est Balen Nkork Joseph depuis Oudja. Il a mal compris. Les hôpitaux ne sont pas des lieux de charité. On préfère te le dire. Il n'y a aucune charité là. En même temps aussi, ce ne sont pas des mouroirs. Ah ben, malheureusement. Nous partons en 225, c'est la Côte d'Ivoire. Shalom El Perfecto et les pétillants des mineurs. Les liens fraternels entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont si forts que l'un se mire à travers la situation chez l'autre. Le bug Internet en Côte d'Ivoire n'a duré qu'un jour et concernant uniquement 2 opérateurs sur 3, sans les citer. Sur la dénonciation, Jean-Michel Guénassia dit ceci: c'est le propre de la vie de famille. On vit côte à côte comme si
on se connaissait, mais on ignore tous les uns des autres. Cher El Perfecto, les guerres de succession sont malheureusement légion et le signe extérieur de famille de plus en plus balafré. Un conseil de famille avec les autorités villageoises s'impose. C'est l'afro-optimiste JJ Guy d'Abidjan qui envoie le message. Autre préoccupation, bonjour parfait, je veux le numéro du monsieur du Bénin. Voilà les gens qui cherchent à tuer les gens. Je ne sais pas, à chaque fois que quelqu'un soupçonne que quelqu'un peut t'aider à tuer quelqu'un qui te dérange, les gens vont demander son numéro. Il faut vous reconvertir. Donnez votre vie à Dieu. Voilà. Ouais, comment on dit ça encore? On a dit qu'on dès qu'il sera blindé, si vient ici au Cameroun, si quelqu'un l'attaque, il meurt. Et là, je les envoie le numéro. Voilà. Bonjour à tout le panel et à toi Perfecto. L'homme au palmarès de plus de 10 000 modérations. L'église catholique n'a d'église que de nom. C'est en réalité l'une des institutions les plus capitalistes de tous les temps. Il y a tellement à dire sur elle et sur monsieur Cléda par rapport à ce sujet. Mais je vais juste rappeler, le Vatican à lui tout seul a plus de 30% de la réserve d'or mondiale. Je n'en dis pas plus. C'est d'ailleurs autre message ce jour. Bonjour à vous tous. Moi, je suis d'accord avec lui. Il faut tout. Ah, vraiment. Quand vous écrivez comme ça, je saute. Et la preuve en est que je suis déjà ailleurs. Je suis au 241. C'est le Gabon. Bonjour les lions indomptables du micro. Concernant la dénonciation du jour, ce monsieur n'est certainement pas l'enfant du défunt. Il est inconcevable qu'une maman soit aussi méchante envers son propre fils. C'est Mintia depuis Libreville au Gabon. L'enfant du défunt n'est pas l'enfant de la femme. Lui raconte même des histoires. Il y a des mamans qui sont tellement méchantes envers un de leurs fils que... lisons les messages. Bonjour monsieur ici et à tout votre panel. Blériot, moi j'ai eu un travail. Mon propre père a appelé mon patron qui était son voisin pour demander qu'on me chasse du travail, qu'on trouve quelqu'un d'autre. Blériot, j'ai eu beaucoup de maîtrise, mais après j'ai pas insisté, je laisse tout entre les mains de Dieu. Bonne journée. Voilà justement. Voilà. Terrible, hein? Voilà un cas où ton propre père appelle ton patron qu'on te chasse du boulot et on t'a chassé du boulot. Il y a des pères et des mères sorciers. Bonjour parfait, voilà la réponse de l'église catholique. L'église catholique, la réponse là où? Bonjour l'Onkouta de la modération, salut à tout le panel, particulièrement Blériot. Par rapport à la dénonciation, je connais à peu près exactement la même situation familiale, sauf que nous sommes les côtiers Sawa, Bassa du Vouri, précisément, et que je suis bien au pays, j'ai pas fui la haine et même le combat organisé pour ma propre maman en passant. Je suis le fils, par ma propre maman en passant, je suis le fils aîné, mais le premier né de la fratrie de 4 enfants, une fille aînée et 3 garçons. C'est monsieur Ekindi Emmanuel depuis le village Yansoki Bakoko, Douala 3e. On va lire peut-être 2 dernières préoccupations. Hein? Bonjour monsieur Aïssi, toujours très élégant, comme Ketia Cortés. Il y avait quoi avant? Moi, je n'aime pas ce genre de comparaison. Hein? Le ministre a demandé qu'on cesse. Non, c'est pas le ministre qui a demandé. Apparemment, c'est un fake. En ce qui concerne la dénonciation, je suggère au bonhomme de rentrer et vendre tout et aller s'investir au nord, à Boubacaré Adamo de la ville de Garoua. Incroyable. Autre message ce jour, allons au 213, c'est l'Algérie. Concernant la dénonciation, j'ai mon avis à donner. Mais avant de donner mon avis, j'aimerais d'abord dire un bonjour à Perfecto, le 4x4 triple cabine tout-terrain et 260 chevaux de la modération. Maintenant, mon conseil au monsieur, dans la dénonciation, c'est qu'il doit savoir que la meilleure défense, c'est l'attaque. Il doit rentrer immédiatement au pays et affronter ses frères.
frères. Il doit savoir que fuir le danger ne lui fera pas vivre, mais qu'au contraire, fuir le danger va plutôt lui empêcher de vivre, et qu'il rentre puisque la justice lui a donné raison. Et une fois qu'il sera au pays, qu'il attaque une fois de plus ses frères et sa mère pour d'autres motifs tels que menaces de mort, détention illégale des documents, harcèlement, etc. La meilleure défense, c'est l'attaque. Je vous assure que s'il porte plainte à sa famille, cette famille sera la première à souhaiter que rien ne lui arrive. Il doit mettre la peur de côté et s'approcher des anciens du village. Il n'y a rien en face, mon frère. Reviens au pays et tu n'auras... il n'y aura rien. Merci. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné. C'est justement une affaire des démineurs. De lundi à vendredi, 10h, 11h52. Une autre manière de faire la télé. Nous vous le disions en ouverture, on va parler des hommes politiques au Cameroun avec une interrogation. Ces hommes politiques inspirent-ils encore confiance? Bernard Owona, quel est le regard général que vous jetez sur les hommes politiques actuellement au Cameroun? Parfois ici, pour répondre à votre question, donnez-moi 1 minute pour que je m'acquitte d'un devoir, j'allais dire, d'honnêteté intellectuelle pour que je décline mon identité politique. Et vous allez comprendre que quand je parlerai donc de politique, vous allez comprendre que je sais de quoi je parle. Tout à fait. Alors je voulais vous dire que j'ai été secrétaire de cellule JNC à 13 ans. Quand j'étais en 6e au collège Banda. À 13 ans? À 13 ans, j'étais secrétaire de cellule JNC. Voilà. Et que c'était la jeunesse de l'UNC. J'ai dit JNC. Nous sommes dans l'UNC là. Pour ça, je dis que c'est quand je vais finir de me présenter. Vous êtes longtemps, hein? Quand je vais finir de me présenter, vous allez comprendre que... Tout à fait. Si je dis un mot en politique là, il y a beaucoup de gens qui me regardent là, qui me connaissent bien. Donc, après la naissance du RDPC, après la création du RDPC, le 24 mars 1985, à Bamenda, immédiatement j'ai été élu président du comité de base au JRDPC. Après le comité de base, j'ai été élu président de sous-section. Après la sous-section, j'ai été élu vice-président de section de Robert Atana, qui fut maire à Yaoundé 6. Vous voyez qu'au sein du parti, pour ceux qui maîtrisent l'organisation interne du RDPC, j'ai occupé toutes les fonctions qui existent à la base. Donc je suis une race en voie de disparition parce que j'appartiens à la catégorie des militants authentiques qui ont servi le parti à tous les échelons à la base. Je n'envie personne qui est au bureau politique, au comité central, parce que c'est les gens qui sont entrés par le plafond. Donc, quand je parle des affaires du RDPC, je parle avec beaucoup d'autorité. C'est pour ça que parfois je rigole quand je vois certaines personnes baptisées, cataloguées, communicants, je ne sais par quelle alchimie, qui ne maîtrisent aucun texte même du parti, qui viennent manger la bouche, comme on dit, sur des plateaux de télévision, qui ridiculisent même le parti à la limite, se prévaloir communicant du parti alors qu'ils ne maîtrisent rien de ce parti. Donc, pour me résumer, cette activité politique, je l'ai menée étant trop jeune. Et j'ai fait ça avec des baobabs comme Basile Ema, de Regretter Mémoire, Madame Rose Angel également. Donc à Yaoundé, j'ai fait beaucoup de politique. Et j'avoue que cela ne m'a pas valu que... Des amis? Pas du tout. Vous êtes donc un militant de la première heure. Un homme qui a accompagné le RDPC. Avez-vous l'impression que le RDPC, pour l'heure, a été reconnaissant en votre endroit? Le RDPC ne reconnaît personne. Hein. Ah bon? Non. Au sein du RDPC, c'est à la guerre comme à la guerre. Il y a les couloirs, il y a les réseaux, il y a les moyens. Les moyens, c'est l'argent. Lorsque vous voulez être député ou maire, vous savez quel chemin emprunter, quel couloir emprunter. Là, vous parlez du RDPC? Je parle de mon RDPC que je connais bien. Et vous avez refusé d'emprunter ces couloirs ou bien d'entrer dans ces réseaux? Il y a même des moments où on ne vous montre pas le couloir. Ce n'est même pas facile. C'est-à-dire que pour le premier succès d'abord, c'est de savoir où il faut d'abord voir où est le couloir. Quand tu as donc déjà vu le couloir, tu commences à dire que bon, je peux essayer ou je ne peux pas essayer. Donc, nous, on n'a même pas eu l'opportunité de voir le couloir. Donc, pour revenir donc à votre question. Allons-y, Bernard Owona. La question, c'était encore de savoir... oui, quel est le regard général que vous jetez sur les hommes politiques du Cameroun en ce moment?
Vous voulez qu'on reste seulement au Cameroun? Oui, pour l'instant au Cameroun. Bon, pour l'instant au Cameroun, je vais toujours m'adosser à quelqu'un de très brillant, c'est l'écrivain congolais Henri Lopez, qui disait dans l'un de ses ouvrages que la politique est une affaire de bandits et de voyous. Ah bon? Oui, il avait bien écrit noir sur blanc. Vous êtes d'accord avec lui? Je vais vous le démontrer. Cela signifie que vous êtes un voyou et un bandit. C'est pour ça que je n'ai pas été dans les couloirs. Si vous me comprenez bien, là, vous allez comprendre que si je ne suis pas arrivé, donc, honnêtement, donc, il est difficile aujourd'hui de faire confiance aux hommes politiques dans notre pays. Du peu que je connaisse, les hommes politiques de notre pays sont essentiellement des roublards. Essentiellement, c'est des opportunistes, c'est des calculateurs. Je vais prendre un exemple simple. Allez-y. Je vais prendre le ministre Jean de Dieu Momo, que tout le monde connaît. Vous savez que c'était un opposant farouche au président Biya. À l'époque. À son époque, il a claironné, il a crié partout sur tous les toits qu'il était pour que le président Biya soit chassé du palais. Et une fois, en 2018, qu'il a été approché par ceux qui sont ou qui font les rois au palais, il a été amené à constituer le G20. Et dans cette constitution du G20 avec Banga Kani, il a eu le jackpot. Il a été fait ministre, délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Tous les passages de M. Jean de Dieu Momo, beaucoup de gens ont vu ces vidéos. Il ne s'en cache pas. Il dit aujourd'hui qu'il dit merci au président Biya d'avoir changé sa vie. Il salue même souvent Brenda et Voilà, Junior. voilà. Il avoue qu'il a mis ses enfants à l'ENAM, qu'il a changé sa vie, qu'il donne à manger, aide ces gens au village, que sa vie a changé en tout cas. Donc il nous montre là la preuve par 9 que la politique est une affaire de Ndjangi. Comme l'avait dit l'ancien ministre Assidi Achou, qui disait que la politique est une affaire de Ndjangi. Honnêtement, c'est difficile aujourd'hui de faire confiance aux hommes politiques parce que si vous prenez un autre cas, le président actuel du SDF, Joshua aussi, que j'ai eu le bonheur de rencontrer très régulièrement, très fréquemment, chez l'ancien ministre directeur du cabinet civil, M. Belinga Boudou Martin. À un moment donné, un jour, je lui ai demandé au ministre Belinga Boudou, monsieur le ministre patriarche, le monsieur, ce n'est pas l'opposant. Il me dit laisse. Ah bon? En fait, cela signifie que c'est un jeu là. Mais c'est un jeu. C'est un opérateur économique. Opposant en journée à du vent dans la nuit. Non, il est opposant en journée et opposant en journée et opposant la nuit. Donc, vous hésitez là. Il est un opérateur économique qui tire ses bénéfices de ses activités. Est-ce que les là, marchés ça peut qu'on être peut un considérer vrai opposant? Alors, ce que vous devez savoir, c'est que c'est ce monsieur qui avait la responsabilité de louer les avions par lesquels le président voyageait à travers le directeur du cabinet civil. Vous comprenez que c'était un monsieur riche. Il est quand même opposant. Aujourd'hui, il gère un parti historique. Avec ce genre d'opposants, est-ce que justement, ils peuvent encore inspirer confiance? Je reviens sur votre thématique. Les hommes politiques inspirent-ils encore confiance au Cameroun? Je ne crois plus aux hommes politiques. Vous avez pris le cas de Joshua aussi. J'ai pris seulement deux. Vous avez pris Jean de Dieu Momo, Joshua aussi. Joshua, je peux prendre... Et le cas Kamto? Le cas Kamto n'est pas différent des autres. Vous savez que M. Kamto a été enseignant, il a été membre du gouvernement pendant 7 bonnes années. Ouais. Il a travaillé avec le président. Il était au poste de Jean de Dieu Momo. Il était exactement au même poste que Jean de Dieu Momo. Donc c'est un poste qui sied à ce genre d'opposant. Jean de Dieu Momo le dit même souvent par ironie que attendez qu'il fasse d'abord ses 7 ans. Parce que il fait référence à son prédécesseur. Voilà, un jour, il a été reçu par Rodrigue Tonga, Canal 2.
Il a dit quand Rodrigue lui fait la blague que monsieur le ministre, est-ce que vous pensez à démissionner? Il dit, tu es malade. C'est les affaires des blancs. Moi là, je n'ai pas encore fait 7 ans. Je fais 7 ans. Donc, si je fais allusion à certaines anecdotes comme ça, c'est parce que les mots me manquent pour répondre vraiment succinctement à la question à laquelle vous m'avez posée. Je suis un peu dérangé, c'est pour ça que j'ai pris soin de vous dire un peu quel a été mon engagement en politique. Et votre parcours. Oui, parce que nous, on a pris le temps, on s'est engagé, on a suivi des gens qui portaient une flamme. On disait que ça peut donner, ça peut... Après, quand on a eu un certain âge d'étudiant, on a vu que la politique était un danger quand tu ne sais pas où tu poses les pieds. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde qui fait la politique, je vous prends le cas de, je sors par là, le cas de Cabral Libby. Quand vous voyez un peu ce qui se passe avec Cabral Libby, ben ça doit faire honte. Même à nous dirigeants, même à nous qui sommes du RDPC. C'est une manipulation, je ne sais pas quel adjectif utiliser. Ça fait pitié même de voir que des grandes personnes, des ministres, s'impliquent pour tuer un jeune garçon. Est-ce que ce n'est pas également la conséquence de certains leaders de partis qui, à un moment donné, eux-mêmes ont fait ami avec ces ministres et probablement n'ont plus respecté les deals? Il y a d'autres leaders politiques qui sont fermes dans leur position, même s'ils mangent avec vous la nuit. En journée, ils donnent l'image de quelqu'un qui défend une idéologie. Est-ce que ça peut encore être plus clair? Je suis encore au niveau de Cabral Libby parce que... Si vous êtes venu chez moi la nuit, je vous ai passé quelques marchés à d'environ 200-300 millions. Cela signifie que nous avons quand même un pacte de confiance. Et en journée, tu me ridiculises. Est-ce que ça peut donner? J'ai mangé avec Nidjon Frundi chez Grégoire Owona plusieurs fois. La dernière vidéo où il dansait avec l'épouse de Grégoire Owona, c'était lors des funérailles du grand frère de Grégoire Owona, en Kouabe, en Gomezap. J'étais présent, j'étais à une table de Nidjon Frundi et de Jean Kouété. Ces gens se fréquentent tous les jours. Et on comprend pourquoi dans John Frundi, sur le plan politique, ces gens sont a eu une fin oui. peu reluisante. Ces gens parce qu'il a passé le temps à danser avec les femmes des ministres en fonction. Oui, ces gens sont ensemble. Et il a été avalé. Maintenant, tout le problème est de revenir sur que peut le peuple. On parlera du peuple probablement tout à l'heure. Le temps de donner la parole également à Alain Douk. Alain Douk, lorsque vous finissez de suivre ces témoignages de Bernard Owona, vous vous dites que mais au Cameroun, il n'y a pas de véritable homme politique, c'est ça? Oh, vous savez, ce que je vais dire va fort certainement être très désagréable, mon intervention. Ça, je peux vous le rassurer. Ah bon, comme vous savez, dans un de ses discours, Poutine disait, il reconnaissait la politique, c'est un art sale. Ah bon? Si d'entrée de jeu, on vous dit déjà que c'est un art sale, ben, vous devez comprendre. Vous devez comprendre. On n'y entre pas, comme disait Sartre, pour en ressortir les mains propres. Hein? Donc, on pourrait même dire que c'est un art satanique. Mais s'il vous plaît, il y a deux façons de faire la politique. On peut la faire machiavéliquement, on peut la faire sataniquement, comme on peut essayer de l'objectiver pour essayer de la faire la plus dignement possible. C'est sur ce plateau que je disais qu'en réalité, dans la Grèce antique, on évaluait un magistère sur un triptyque. Donc, il y avait l'axe de la logique, du caractère logique du discours. Oui, beaucoup, même déjà à ce niveau, ne sont même pas logiques. Parce qu'il y a des gens, ils vous tiennent un discours, qui n'est même pas cohérent. Vous voyez un tout petit peu. Le discours n'est pas cohérent. Vous allez évaluer maintenant l'adéquation du discours avec ce qu'il fait lui en tant que leader politique, la dimension d'un ethos. Vous voyez que ça ne cadre pas, il n'y a rien. Il n'y a rien sur le plan ethos, sur le plan éthique, ça ne donne rien. Vous dites un truc, vous faites le contraire. Vous n'êtes pas la lettre ouverte qui présente par votre comportement votre message, votre discours politique. Vous le discréditez par votre style de vie. C'est ce qu'on passe le temps à voir dans la politique camerounaise. Hein? Bon, maintenant la dimension pas fausse.
Est-ce qu'ils y arrivent même? Le soulèvement, l'émulation dans les masses. Bon, c'est sûr que s'il faut voir, essayer d'évaluer un truc, c'est peut-être là où ils excellent. Hein. Ils viennent, ils racontent des bobards aux gens, ils lèvent les foules, etc., etc. Mais dans le fond, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Le mot a été dit tout à l'heure, c'est par opportunisme que plusieurs font de la politique. Lorsque vous venez avec du charisme et que vous dites que vous voulez faire de la politique, ils vont vous traiter de radical. Or, il faut un minimum de radicalité pour pouvoir mener de façon morale la politique. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Il faut un minimum de radicalité pour pouvoir mener la politique de façon morale. Et la morale, ça manque. Le président Biya, quand il initiait son magistère de président de la République, il a parlé d'un diptyque, là, rigueur et moralisation. On a bien vu par la suite que, sur le plan ethos, ça n'a pas donné. C'est-à-dire que le discours est là, mais on n'a pas vu la cohérence du discours, la cohérence des actions par rapport à ce qui a été énoncé au niveau du logos, du discours, de la parole. C'est ça, la crise politique dans laquelle nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire que c'est totalement kafkaïen. Maintenant, je vais plus loin. Quand les gars sont membres des mêmes sociétés, fratries, occultes, etc. J'ai lu un papier d'un journaliste en France, il explique ça. C'est-à-dire que c'est une mascarade. Les gens vous donnent l'illusion d'une opposition là-bas dans l'hémicycle, disait-il. Hein, je suis de droite, je suis de gauche, etc. Mais ils se retrouvent dans les mêmes orgies, en loge, etc. Ils font les mêmes conneries. Hein? Et c'est là-bas, avec les planches maçonniques, là-bas qu'on décide de comment la société est dirigée, les grandes décisions qu'ils vont prendre, etc. Puis, vous vous rendez compte qu'en journée, quand on arrive, on fait montre d'une certaine opposition les uns des autres. Pourtant, il y a un compromis, hein, qui s'est décidé en autre lieu la nuit. Et là, ça devient tout simplement le trompe-l'œil qu'on vient servir au peuple. Il y a tout ça. Et il faut que le peuple commence à comprendre ça, que c'est véritablement un art sale. Voilà. Merci, hein. C'est véritablement un art sale pour notre ami Alain Dou, qui cite lui-même notre homme politique, Poutine, et Bernard Ola, citant également notre grand penseur. Il pense que la politique est une affaire de voyous et de bandits. Alors, Blaireau Niémé, qui n'est pas un voyou et un bandit, je vous posons la question de savoir, les hommes politiques au Cameroun inspirent-ils encore confiance? Ils inspirent confiance à qui? Au peuple. Oui. Tous les peuples ont les hommes politiques qui sont à leur image. Parfait, ici, nous avons posé une problématique lors de la dénonciation. Oui. Le but de la politique, c'est d'amener les hommes à gérer les biens de tous les autres, non? C'est ça, non? C'est-à-dire qu'on désigne des gens qui vont gérer nos biens. Oh, oui. Mais regardez comment ça se passe déjà en famille. Bon, vous connaissez, on parlait du maire de Yaoundé 6. Est-ce qu'il est de la même famille que les populations de Yaoundé 6? Non, pas du tout. Est-ce qu'on s'est rassuré qu'il avait déjà bien géré sa propre famille? Pas du tout. Donc, on n'a pas besoin d'un bon témoignage de vous dans votre propre famille pour qu'on vous nomme en politique. Première chose. Deuxième chose, c'est nous en politique, au Cameroun. Il y a une grande confusion. Les hauts commis de l'État, les gens de l'administration, qui devraient avoir une certaine neutralité, se retrouvent en fonction de leur position sociale obligés de se mettre en politique. Voilà un monsieur qui n'a jamais fait de la politique. C'est-à-dire qu'il a été un bon étudiant, ensuite il a eu le concours de l'ENAM. À l'occasion, il vient d'avoir un poste quelque part et on lui dit tu dois prendre la carte de membre. Parlant du vieux parti RDPC, le gars ne connaît même pas les organes du RDPC. Il n'était pas dans cette affaire. Il devient personnalité ressource. Voilà un truc, parlant par exemple du RDPC. On crée un poste au-dessus de ceux qui ont pratiqué la politique, qui se sont exercés à faire de la politique. Au-dessus de ceux qui ont été élus. Voilà. Il est personnalité ressource. Allez comprendre ce que ça signifie. Les autres hommes politiques, je vous avais déjà dit ça ici, ont été forgés très souvent par le régime. Il y a un système de caporalisation et d'infantilisation des hommes politiques au Cameroun. On s'assure que vous soyez si dépendant de l'État central
que le moment venu, quand vous vous présentez comme opposant, ça amuse tout le monde. Non, ça amuse tout Vous devenez comme un rigolo. Non, ça amuse tout le monde. Il y en a qui disent souvent, tu n'aimes pas tel, tu n'aimes... Quand moi je cause avec une personnalité de ce pays et que je lui évoque le nom d'un opposant, et la personnalité me dit, il était assis là où tu es assis. Hier. Il avait une pile de dossiers. Il a déchargé même. Il avait une pile de dossiers, je devais signer. Niemek, c'est toi qui es naïf encore dans cette affaire. Bon, je lui dis, mais moi je ne croyais pas que vous appelez les gens ici pour les corrompre tous. Il dit, non, c'est toi qui es naïf. Bon, si tu veux même, on peut te montrer même des images de ton type là. Et des fois, on en arrive là. Vous, et quand vous allez vérifier dans la vie de la personne, on m'indique même, on dit que ta personnalité là, que tu aimes, est en train de construire dans tel quartier, à tel endroit précis. Va voir si ses moyens lui permettent d'avoir cette affaire-là. Vous voyez? Vous allez chez les pontes du RDPC, à l'occasion d'une invitation, vous trouvez les opposants assis de l'autre côté, au bon endroit. Vous voyez? Si vous surprenez une personnalité le matin chez elle, vous trouvez qu'elle est en train de causer avec un grand opposant. Donc finalement, c'est un Capharnaüm qui a été créé et le RDPC, son chef, ne nous aide pas beaucoup. La supplication que je fais au président du RDPC, chef de l'État du Cameroun, c'est de veiller quand même à créer une petite classe politique avant son départ, d'hommes qui pensent à ce peuple. C'est nécessaire. Si on continue dans cette lancée-ci, on va aller tout droit au mur. Très bien. Ça, c'est clair. On ne peut pas avoir des hommes politiques qui ne pensent qu'à s'enrichir tous les jours. Ils ont faim. Quand vous répondez, on a parce que créé quand je dis ces choses-là, moi, quand vous répondez à quelqu'un que vous n'êtes pas là pour les biens matériels, il vous dit, vous allez garantir la vie de vos enfants. Comment? Il y a même des proches qui m'ont dit, arrête de faire tes trucs d'être sérieux là. Tout le monde a fait ça avant toi, il a laissé. Non, ne dites pas ça. Laissez un petit groupe de personnes un peu honnêtes, sinon Dieu va punir tout le Cameroun. Merci Pierre Blériot. C'est vrai qu'un jour, moi-même je suis également allé rendre visite à une très grande personnalité de la République. Je dis bien très grande. Le monde c'est terrible. Et comme c'était par la période du Covid, bon, moi j'étais assis là avec mon masque et j'avais un chapeau. Qui est-ce que je vois qui vient aussi rendre visite à la même autre personnalité? Un soi-disant grand opposant de ce pays. Bon, j'ai failli tomber. Je me suis rendu compte, ces gars se moquent de nous. Il faut ami. Lisons d'abord quelques messages. Hein. Bonjour le panel, très bonne émission. Vraiment, le sujet de ce jour me concerne directement, car le monsieur en question est mon cousin direct. Nous avons tellement subi des menaces par ses frères qui sont allés jusqu'à me traiter de mendiant parce que j'avais de bonnes relations avec mon frère. Moi, connaissant mon cousin depuis notre... Je dis peut-être vous voulez dire notre temps d'enfance. C'est un modèle à suivre pour moi. C'est même la fierté de ma grande famille. Mais qu'allons-nous faire de la jalousie de ses propres frères? Bonne émission à vous. C'était le monsieur de la dénonciation. Il parle de la dénonciation. Oui, c'est ça. Alors, nous repartons au 213, c'est l'Algérie. Bonjour parfait ici. Ta tenue du dimanche passé, c'était la chimamelu et le wayayoui de la tenue. Cette affaire-là. Ouais, la tenue des dimanches passé. Franchement, par rapport aux hommes politiques camerounais, je le répète encore aujourd'hui, les hommes politiques camerounais n'ont jamais trahi le peuple camerounais, mais c'est le peuple camerounais qui a toujours trahi les hommes politiques. Un panéliste sur le plateau a parlé de Jean de Dieu Momo. Alors, je vais vous étonner ce matin en vous disant que Jean de Dieu a finalement compris qui est le peuple camerounais, un peuple amorphe, traître et qui souffre du syndrome de Stockholm. Jean de Dieu Momo a risqué sa vie à un moment où la politique était le sang au Cameroun. Rappelez-vous de l'époque du commandement opérationnel où aucun homme politique n'osait parler dans ce pays, mais Jean de Dieu Momo s'est levé et il a risqué sa vie pour le dossier des 9 disparus de Bepanda en 2011, quand le même
où Jean de Dieu Momo est allé à Bepanda pour faire sa campagne. La population de Bepanda l'a chassé. On s'est moqué de lui et cette population de Bepanda a voté pour leur bourreau. Face à un tel peuple, dites-moi ce que vous allez faire. Moi, je pense que Jean de Dieu Momo les a même ratés. Franchement, on ne condamnait pas les hommes politiques camerounais. Moi, je les comprends très bien. Maurice Kamto, par exemple, avait demandé au peuple camerounais de faire des villes mortes chaque lundi et jeudi et de s'habiller en noir tous les vendredis jusqu'à ce que le régime Biya parte. Mais qui a osé faire cela? Donc moi je vais tout de suite... Vous voulez répondre au monsieur de l'Algérie? Oui, allez-y. Il a tout à fait raison sur un plan, parce que ce peuple, et c'est Blériot qui le rappelait tout à l'heure, on n'a que les dirigeants qu'on mérite. Si on a ce genre de leaders politiques, ils sont arrivés là comment? C'est des Camerounais qui les ont placés à de telles positions. Mais vraiment, s'il faut essayer de déculpabiliser ces leaders, mais c'est dramatique, parce qu'on va en arriver à un point où il n'y aura plus personne de morale dans ce pays. Personne ne tiendra plus au principe. Personne ne fera une politique basée sur une idéologie forte, sur l'éthique. Donc on va dire, le peuple fait comme s'il est comme ça, donc moi du coup aussi je me range. Parce que tout le monde nous voit, je loue, je deviens loup aussi. On repart du côté du plus 39, c'est l'Italie. Bonjour Perfecto, si on était au bar, je dirais de donner une à Monsieur Owona à mon compte. Mais ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours envoyer de l'argent par ce canal et monsieur on aura sa bière. Il refuse seulement de dire qu'il a refusé de se baisser pour ramasser le savon et du coup, les couloirs se referment devant lui. Vous parlez de quoi là? Je comprends. Non mais comment tu n'as pas compris? Nous on a compris. C'est quoi? C'est baisser le savon? Est-ce qu'il a besoin de se laver? J'aimerais aussi qu'il nous dise qu'il a aussi mangé avec Kamto lorsqu'il était ministre ou avec Cabral. Le parcours de Momo n'est pas le même que Kamto. Nous avons tous vu comment Cabral et Kamto ont presque redonné goût à la politique aux Camerounais et qui ont recommencé à rêver. Seulement, le camp d'en face constitué des parachutés ne vont pas se laisser faire. Voilà pourquoi on a des ministres Fipagas, Moulinex, état d'avancement. Et il y avait quoi avant? C'est Ndoba de Ferrara qui envoie le message. Bonjour Aïssi, c'est dire selon vos panélistes que les politiciens sont des ennemis. Nous pouvons nous opposer normalement, mais ne pas nous haïr au point de ne pas manger ensemble. Même en France, les politiciens des différents partis se retrouvent. Même pas là, j'ai cité le cas de la France. Bonjour monsieur Aïssi, chez nous les Bafia, nous n'avons pas le mot politique, donc on dit d'un politicien l'homme qui fait l'affaire de mensonge. Et c'est exactement c'est un gros fan de Penja qui envoie le message. Autre message là, les gens deux derniers. S'il traverse la Benoué, rien ne lui arrivera. Je pense qu'il parle encore de la dénonciation. Les hommes politiques n'inspirent pas la confiance. Je ne sais s'il y avait quoi avant, parce que maintenant là, c'est le Bundanjanga total. Chiroma, Kamto, Momo, Bello, Bouba, etc. C'est Aboubakari Adamou de la ville de Garoua qui envoie le message. Bonjour, parfait. Et tout ton panel. Pourquoi vous n'avez pas laissé le père là finir de parler de Cabral? Jojo depuis Marois. Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Il a pourtant parlé de Cabral. Alors, j'écris depuis Baganté. Moi, c'est Roméo Stéphane Simon. Et je pense que le véritable homme politique au Cameroun, c'est Kamto. Et un homme politique, c'est celui-là qui porte et pense à son peuple. On a tout fait pour réduire ce monsieur au néant, mais c'est lui qui a le thermomètre de la politique au pays. Il fait peur au gouvernement et qui paye les hommes afin de le déstabiliser. Mais aujourd'hui, non. Sommes tous unanimes qu'il est le véritable homme politique. Alors, j'ai envie d'arrêter les messages, mais
Je suis accablé, hein, Bernard. Allons en France, c'est le plus 33. Bonjour, El Perfecto, toujours bien vêtu. Heureux de me retrouver dans le A330 de Airbus, encore ce matin. Niemek, ton analyse est parfaite. Tu as donné la réponse qu'il fallait. Heureux d'avoir des compatriotes comme vous, le petit pousseur de Mbopi. Je pars encore en France. Un autre téléspectateur de la France veut également argumenter. À chaque fois que je vais prendre son message, il s'envole. Il y a des gens qui sont malchanceux. Hein. Alors, je l'ai, même comme il est long, hein, mon ami de la France. Bonjour, bonjour, le Charles Ndongo de la modération, qui règne en maître absolu sur les tout petits Serge Branco de la modération. Concernant le sujet en débat, je dirais qu'au Cameroun, il n'y a pas d'opposants, mais plutôt des proposants qui marchent le plus souvent avec la ventre en cherchant les positions. Nous avons des hommes politiques au continent qui sont de gauche le jour, d'autres à droite dans l'après-midi, et ils s'unissent la nuit et étant gauche-droite. Concernant dans votre interrogation, je pense qu'un bon exemple est clair en cette réponse. Il s'agit de notre ministre délégué au ministre de la Justice, garde des Sceaux, son Excellence Momo Jean de Dieu. Posez-lui la question de savoir s'il peut démissionner de son poste. Il va vous répondre, si vous êtes fou, que même si c'est le poste de ministron, il fait avec d'abord, en attendant voir si les choses peuvent changer. C'est Stéphane de Paname qui envoie le message. Bernard Ouna, il nous reste environ 7 minutes à passer ensemble. Nous allons d'abord parler un peu de peuple, hein, parce que certains pense également que c'est bien beau de critiquer les hommes politiques, c'est bien beau de dire que ces hommes politiques n'inspirent plus confiance, mais entre-temps, est-ce que nous-mêmes, le peuple camerounais, nous sommes sérieux envers nos hommes politiques? Je pense que le peuple n'y peut rien. Le peuple est KO debout face à des... KO debout. Oui, face à des gens très puissants qui manœuvrent habilement chaque fois qu'une élection ou une échéance électorale est annoncée, mettent de gros moyens, corrompent tout le monde, achètent tout le monde. Et le peuple n'y peut rien parce que, en fait, tu votes, tu ne votes pas le plus souvent. Nous voyons comment ça vient comme résultat. Donc, je le dis... Mais là, c'est le RDPC qui gagne souvent. Hein? Le RDPC... Vous voulez nous faire comprendre que vous votiez ou que vous ne votiez pas, le RDPC lui gagnera. Non, c'est pas vrai. Le RDPC... Qu'est-ce que vous dites donc exactement? Le RDPC est une grosse machine. Une machine de fraude, non, selon certains? Pas du tout, pas du tout. Les gens qui pensent que Est-ce que le RDPC gagne ça pas honnêtement? Je suis en train de vous dire quelque chose. Bon, si vous me permettez de le dire, vous allez comprendre. Le RDPC, c'est le seul parti qui est présent dans les 360 communes. Est-ce que c'est un argument qui fait de vous directement vainqueur? Ou alors c'est ça qui fait que vous ne serez pas un fraudeur. Qui est présent dans les 360 communes, dans les 58 départements. Le RDPC est le seul parti qui se retrouve même dans les zones les plus reculées, dans les zones même frontalières. Le RDPC, c'est, je veux dire, quand il y a eu élection en 2018, élection présidentielle par exemple, il fallait avoir 20 000 représentants dans 20 000 bureaux de vote. Le MRC n'a pu obtenir que 4 000 représentants. Donc, quand vous ne pouvez même pas avoir... Attendez un peu. Quand vous ne pouvez même pas avoir les 20 000 représentants... Est-ce que vous entendez parler représentants? Cela signifie que si un parti politique n'a pas un représentant dans un bureau de vote, c'est dangereux. Je voudrais dire qu'il faut avoir la capacité d'être présent. Est-ce que Eleka était là-bas, dans ces 20 000? Eleka est toujours là. Et alors? Eleka est toujours là. Non, et alors? C'est le RDPC. Il faut avoir la capacité, la ressource humaine à pouvoir désigner des gens qui vont représenter votre parti. En 92, est-ce que l'opposition avait eu des représentants partout? En 92, oui, l'opposition a suffisamment été représentée. Les représentants sont morts. Non, l'opposition majoritairement dans certains partis. Je vais répondre. L'élection, par exemple, présidentielle. En 92. L'élection présidentielle. Il n'y a jamais eu une élection aussi disputée que celle de 1992. L'élection présidentielle se joue sur moins de 10 sites au Cameroun. C'est-à-dire en termes de démographie. Oui. Les villages éloignés là n'ont même rien là-bas. On est dans un système d'exode rural massif. Donc on connaît les points névralgiques. Si tu les as quadrillés, tu gagnes l'élection.
Le problème, c'est bien la machine, parce que le mot est sorti. Le RDPC est une machine. C'est une grosse machine. Or, la machine, ce n'est pas simplement un simple moulinex. C'est une machine. Rien à voir avec le moulinex. Le moulinex est petit. Le moulinex, c'est pour la tomate, c'est pour les condiments. Le RDPC est une grosse Voilà, machine. ça écrase Bien structuré, le moulin. bien organisé. Voilà, c'est un moulin géant. Oui, c'est un moulin géant. Voilà. Et pour dire encore quelque chose de très important pour nos téléspectateurs, quand vous voulez gagner l'élection présidentielle au Cameroun, je peux donner conseil à ceux qui seront candidats en 2025. Il faut comprendre que le septentrion est le tiers de l'électorat. Lorsque le président Biya a le tiers de l'électorat dans le septentrion, c'est-à-dire qu'il a Bello Bouba, il a Kavaye, il a Chiroma, il a Amadou Mustafa. Les gens que tu cites là, c'est des patrons politiques. Est-ce qu'ils sont vraiment encore représentatifs au Grand Nord? Il n'y en a pas mieux que ça. Il n'y en a pas mieux pour l'instant. Pour l'instant, quand vous prenez le septentrion, voilà les figures que vous avez. Non, ça c'est les figures de la télé. Non, mais dans le Grand Nord, voilà les figures que vous avez. Dès que vous venez dans le centre, vous avez 10 départements dans le centre. Dès que vous quittez Yaoundé, le RDPC gagne partout dans les autres 9. Excepté le nom Ekele. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous donne la cartographie politique que je maîtrise. Dès que vous sortez dans du centre, vous avez le sud et vous avez l'est. Le RDPC gagne d'abord à Yaoundé. Non, j'ai dit que dès que vous êtes Yaoundé. Or Yaoundé. À Yaoundé, le président. Mais c'est à Yaoundé qui a la population. Bon, depuis le retour du multipartisme, un opposant a été maire à Yaoundé. Un député a été maire à Yaoundé. Ah ben, il faut donc comprendre que le RDPC est fort à Yaoundé et il sait quadriller, il sait faire son maillage, il sait occuper le terrain. Depuis 92, les opposants ont été députés et maires à Douala. Personne n'a eu une mairie à Yaoundé. Personne n'a eu un député sur 7 à Yaoundé. Certainement des beaux tribaux. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Lorsque vous voyez le RDPC présenter, je vais vous prendre un exemple simple. Lorsque vous voyez le RDPC présenter les candidats à Yaoundé, le RDPC tient compte de l'équilibre, de la diversité des autres tribus. Comment ça? Donc on peut avoir un Bamileke au niveau de la mairie de la ville. Il y a des ambassades dans tout. Il faut nous dire même ça. jamais eu un maire Voilà. homogène à Yaoundé. Voilà. Je parle des députés. J'ai dit que pour les députés, nous avons Pauline Djemboué qui est de l'Ouest. Tout à fait. Nous avons madame qui est anglophone du Nord-Ouest. Et donc les 5 autres députés sont des enfants du Mfundi. Voilà. Ce n'est que normal. Quand vous prenez les listes, quand vous prenez les listes du MLC ou souvent des autres partis de l'opposition, et à l'époque même le SGS nous avait fait ça. Ils viennent avec des gens de leur village pour être tête de liste à Yaoundé. Merci beaucoup. Une bonne chose. C'est ce qu'il fallait malheureusement dire rapidement. Le RDPC est en difficulté parce que le dernier congrès du RDPC c'était en 2011. Ouais. La dernière réunion du bureau politique du RDPC présidé par monsieur le président national, c'était le 3 novembre 2016. Les seules résolutions issues de cette réunion du bureau politique étaient de proroger les mandats du président national, du bureau politique, des comités centraux et des membres des bureaux spécialisés des hommes, des jeunes et des femmes. Ouais. Donc, vous voyez que les hommes politiques, comme ceux du RDPC, qui gravitent autour du président national, n'arrivent pas à lui dire qu'il faut faire quelque chose. Lui-même n'est pas au courant que. Mais quand lui n'est pas au courant, il faut bien que les gens politiques qui sont autour de lui doivent le relancer en lui disant: Monsieur le président national, il n'y a pas eu congrès depuis 2011. Donc on fait comment? Le président ne le sait pas. Et je crois qu'il ne le sait pas. D'accord. En tout cas, comme tu as parlé à la télévision, il a certainement suivi. C'est un fidèle téléspectateur d'Espace Midi. J'imagine. Merci Bernard Orona d'avoir été là ce remercie. matin, RDPciste dans l'âme. Merci également à Alain Deux. Donc c'est terminé, ça. C'est terminé. C'est terminé, dommage. Les plus belles choses ne mettent jamais long, hein. Et vous suivez mon regard. Merci à notre consultant. Ne ratez pas le journal de la mi-journée. Dans très exactement 7 minutes. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?